Azulflawen, bonsoir tout le monde. Pour notre première émission sur la chaîne Révolution TV, Tagraoula TV ou Thawara TV, nous avons invité notre ami Hamou Boumdine, Hamou Boumdine, président du Rassemblement pour la Kabylie, un militant de la démocratie, un militant impliqué dans le combat démocratique, un militant impliqué dans le Hirak, Nar Stqbaylit, Thankra. الزول لك حمو الزول ثانمير في ديران إثنو فيانا ثانمير كمال ثانمير نوال. On va essayer dans cette émission d'aujourd'hui de traiter de la question d'actualité qui touche la Kabylie et surtout ce qui touche aussi le Hirak من قار ثانكرا وستقبيليت. On va essayer de voir comment la Kabylie arrive à s'en sortir dans cette révolution du sourire, comment il arrive à placer ses priorités, ses projets, et comment les choses se passent, surtout en Kabylie, pour l'avenir. Nous avons vu que la Kabylie ne se laisse pas intimider par le régime algérien. Donc, le pouvoir qu'il a ciblé depuis l'indépendance, depuis 1962, il n'arrête pas encore de continuer à la considérer comme un danger, à la présenter comme un danger pour l'unité nationale. L'affaire Capsigli en 1978, tout le monde la connaît. Elle a été orchestrée pour dire que la Kabylie est un danger pour l'unité nationale. Avril 80, où ils ont montré que des jeunes des services brûlaient le Coran ou déchiraient l'emblème national pour présenter toujours la Kabylie comme un danger pour l'unité nationale. 2001, la marche du 14 juin, où la télévision nationale a présenté la marche à Alger comme une invasion des Kabyles du territoire, je ne sais pas qui, quoi. Donc, la Kabylie a toujours été présentée comme l'ennemi de l'Algérie, l'ennemi du peuple algérien, alors que la Kabylie fait partie de l'Algérie. Le Kabyle pense en tant qu'Algérien, mais avec sa façon de voir l'Algérie. C'est l'Algérie de Abban Ramadan, c'est l'Algérie du congrès de la Sommam, c'est l'Algérie rêvée par les Moudjahidines de 54-62 et bien avant, en parlant aussi de l'étoile nord-africaine. Mais ce projet n'arrive pas à se réaliser et la Kabylie continue de s'opposer à ce régime illégitime, à ce pouvoir illégitime. Toute cette intox à Hamon qui est dirigée contre la Kabylie, elle est bien dirigée aussi à destination de la consommation en dehors de la Kabylie. Penses-tu que ce message ne risque pas d'intoxiquer hors Kabylie, donc de toucher, d'avoir un impact en dehors de la Kabylie, même malgré l'éveil de conscience qu'on a observé à partir du 22 février? Est-ce qu'il n'y a pas ce danger que le pouvoir arrive quand même à adresser une partie de l'Algérie contre la Kabylie? Enfin, je pense que l'introduction que tu as donnée sur le fait que le pouvoir dès 62, peut-être avant même 62, puisque même au niveau de la Révolution, au moment de la Révolution, avec le PPA, le mouvement national, la question kabyle a toujours été posée, ça veut dire comme étant un ennemi intérieur. Donc, c'est un peu le fait aussi, de la paraphie de la question aiguë des autoritarismes, des systèmes autoritaires ont toujours utilisé l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur. C'est une recette tout à fait universelle pour les systèmes autoritaires que d'utiliser ces ennemis pour se maintenir. Parce qu'en fait, tous les systèmes autoritaires, c'est des systèmes qui souffrent d'une grande légitimité populaire. Donc, au lieu de chercher à aller vers une représentativité légitime, donc ils cherchent à se justifier ou à se légitimer en disant qu'il faut faire attention parce qu'il y a des ennemis à l'intérieur et des ennemis à l'extérieur.
Donc, c'est tout à fait, j'allais dire, normal pour un système autoritaire d'utiliser ces, ces manœuvres, ces manipulations pour essayer d'opposer des populations contre d'autres, ou risque même de porter atteinte à la paix civile. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Sénégal, le danger, il est là. Le pouvoir a usé des méthodes très, très graves, très gravissimes, dans la mesure où, pour la première fois, on veut accréditer qu'il y a en Kabylie un potentiel terroriste, alors que nous savons que la matrice de tous les mouvements qui sont nés en Kabylie, c'est des mouvements pacifistes. Il n'y a pas un courant qui s'est réclamé de la violence ou bien d'une lutte en dehors de la lutte politique. L'incident aérien, enfin l'incident, la manipulation aérienne sur le MAC, elle vient après aussi un certain nombre de faits. On a vu aussi Ben Sidira, les propos de Ben Sidira, qui sont aussi dans la même teneur. On en a vu aussi tout récemment avec Mokri, le leader du parti islamiste MCP, qui dit que le MAC est un mouvement terroriste. Donc il y a comme une mise en scène qui est jouée par plusieurs intervenants pour accréditer la thèse aérienne qu'il y a un potentiel terroriste en Kabylie, malgré les faits, malgré les démontés. Maintenant, est-ce que, comme tu poses la question, est-ce que ça va avoir de l'incidence au niveau national? Je pense qu'il y a une clientèle du pouvoir, il y a des affidés du pouvoir qui vont essayer de relayer cette manœuvre. Donc, il ne faut pas considérer que tout le peuple algérien est éveillé à ce genre de manipulation. Donc, ça peut prendre accord dans certaines franges de la société. Donc, il va falloir communiquer et bien communiquer sur la question. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau du Hirak, enfin, tous les Algériens qui sont inscrits dans le mouvement de la révolution du sourire du Hirak, ceux-là ont montré leur adhésion et leur soutien à la Kabylie. Donc, on a vu un peu les réactions des uns et des autres, des acteurs et des militants du Hirak. On a vu aussi des simples citoyens qui sont engagés dans cette dynamique, tourner en dérision les accusations aiguës qui sont portées contre la Kabylie et tout particulièrement au mouvement du MAC. Donc, comment était la question, comment était la réponse à cette manœuvre de diabolisation de la Kabylie via le MAC? Comment était la réponse en Kabylie à travers ces différents courants politiques? Bon, les courants traditionnels installés en Kabylie, ils sont démarqués sur cette manipulation. Maintenant, les partis classiques ou bien les partis, ce qu'on peut appeler les partis nationaux, pour une bonne part, ne se sont pas prononcés. Il n'y a que le seul qui s'est prononcé, c'est le MSP de Mokri, et lui, il est allé jusqu'à renforcer la thèse de l'existence de ce mouvement terroriste malgré les démentis qui ont été apportés. Sinon, personnellement, je n'ai pas vu de déclaration officielle ni du FFS ni du RCD. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils ne soient pas prononcés, alors que leurs militants connus se sont affirmés dans les réseaux sociaux pour condamner cette manœuvre du pouvoir. Donc, voilà un peu la situation. Donc, je reviens sur la première en disant qu'il y a dans le mouvement du Hirak Tankra un éveil extraordinaire sur la question. Donc, il y a un démenti formel et
une dénonciation nette de cette manipulation. C'est pour dire aussi qu'il faut considérer aussi que le Hirakagi aujourd'hui est une protection pour la Kabylie. Donc, plutôt que de lui tourner le dos, comme le suggèrent certains, il faut peut-être le renforcer un peu plus parce que c'est aussi notre airbag politique au niveau national, dans la mesure où plus on trouvera des partenaires en dehors de la Kabylie pour nous soutenir, mieux c'est pour la Kabylie et pour l'Algérie. Nous avons vu que la Kabylie, elle est en avance sur le terrain de la lutte pour un changement de système de gouvernance. On l'a déjà dit, depuis l'instauration du système dictatorial depuis 1962 à ce jour, il y a quand même, la Kabylie a de l'avance sur certaines questions politiques par rapport à d'autres régions. Aujourd'hui, comment arriver à synchroniser? Parce que la Kabylie, plus elle a de l'avance, plus elle exprime les choses, des questions que les autres n'arrivent pas encore à définir à leur façon et aussi à accepter parce que il y a un besoin d'assimilation de certains concepts, un besoin de travailler une vision politique aussi propre à cette région-là. Alors, comment arriver à synchroniser ce mouvement, cette question, cette dynamique de revendication entre la Kabylie et les autres régions pour ne pas la transformer en trame de discorde, parce que ça risque de se transformer, cette avancée de la Kabylie risque de constituer une trame de discorde entre la Kabylie et le reste de l'Algérie au sein de Tankra, de Hirak. Bon, il y a une distorsion, c'est clair, il y a une distorsion entre la Kabylie et le reste du pays. La Kabylie est une région qui a son particularisme, c'est un particularisme à plusieurs niveaux, c'est un particularisme politique, historique, culturel, identitaire. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, sur la question des luttes, comme je l'ai toujours dit, les luttes politiques, les luttes de manière générale, c'est un effet de sédimentation, c'est un effet d'accumulation. La Kabylie, elle a acquis un héritage de lutte qui fait qu'aujourd'hui, elle se présente comme une région assez avancée par rapport aux autres régions. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui d'imaginer que les autres régions puissent agir ou bien réagir sur des faits politiques de la même manière que la Kabylie, même s'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un éveil général sur la nécessité de rompre avec le système autoritaire et aller vers un système démocratique. Je vais prendre un simple exemple. Depuis que le mouvement le mouvement de la révolution du sourire de Sankara a émergé, si on faisait un peu le bilan, le bilan des interventions des acteurs au niveau des manifestations publiques, les conférences, etc. Les conférences, par exemple, publiques, ont touché pratiquement toutes les communes de la Kabylie. Je dirais plus que ça, même des villages ont bénéficié des conférences. Alors qu'à l'inverse, si on devait les comparer aux autres régions, on n'a même pas vu dans certaines wilayas des conférences publiques. Tout ça a fait que la Kabylie, enfin les citoyens en Kabylie ont bénéficié de ce lien entre l'élite et la base. C'est ce qui fait affermir cette accumulation des repères dans les luttes politiques et démocratiques. Maintenant, ailleurs, il y a un outil maintenant qui est utilisé, c'est les réseaux sociaux. Et c'est tant mieux, on a vu que plusieurs citoyens, à Oran, à Constantine, au sud, se sont exprimés à travers les réseaux sociaux d'une manière quand même assez positive. Donc, ils ont montré un éveil politique. Mais le problème qui se pose au niveau des autres régions, c'est que ces intervenants n'ont pas de lien social qui puisse fédérer autour d'un certain nombre d'actions
pour aller vers de la résistance citoyenne sur le terrain en dehors des marches du vendredi, des marches de mardi. Donc voilà un peu le topo. Donc il y a cette distorsion, mais cette distorsion elle est liée à l'histoire. Je vais te citer un exemple. Je vais te citer un exemple comme je le vis ici au Québec. Je l'ai vu Oui. aussi au Royaume-Uni, donc en Angleterre, dans la région d'Écosse, en Espagne. Il y a des Algériens, surtout ici au Québec, des Algériens, c'est un exemple là pour juste parler de cette discorde entre les régions. Ce n'est pas une discorde, c'est une distorsion du niveau du militantisme. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui la Kabylie, par le fait de l'héritage qu'elle a sur les luttes, elle paraît plus en avance. Elle paraît plus en avance que les autres régions. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'opposition. Ce n'est pas de l'opposition, c'est le fait que la Kabylie soit sur des niveaux de lutte que les autres ne sont pas actuellement. Mais parce que le débat n'est pas encore allé dans la profondeur pour discuter des projets politiques, des visions politiques. Nous sommes dans le hawa-hawa, dans l'union contre le système, mais c'est parce que moi, la question que je me pose, c'est que des Algériens ici au Québec sont dans des partis séparatistes. De part des Algériens, des autres en dehors de la Kabylie. Comme on peut les appeler arabophones, mais il y a des Chaouis, il y a des Oranais, il y a toute région hors Kabylie. Ici au Québec, ils sont dans des partis séparatistes. Mais ils refusent, quand on engage le débat ici dans la communauté algérienne, ils refusent l'idée de la régionalisation en Algérie, qui s'appellerait peut-être le fédéralisme, mais ce n'est pas le séparatisme en Algérie. Donc, ils sont dans des partis séparatistes au Québec, mais en Algérie, ils sont contre l'idée de la décentralisation du pouvoir politique et administratif. Est-ce que ce n'est pas un problème que nous allons rencontrer en Algérie? Parce que nous sommes obligés, si on veut instaurer une démocratie en Algérie, nous sommes obligés d'y aller vers un système décentralisé, donc régionalisé. Mais avec une mentalité pareille, on le voit dans la diaspora qui vit dans des pays développés, ce qu'ils acceptent ici, ils le refusent en Algérie. Ça, c'est un peu lié à l'héritage culturel, le nationalisme inscrit dans leur tête par le système, il n'a pas encore disparu. Ça, c'est un danger. Si on le voit dans la diaspora qui a évolué, c'est possible qu'on va le voir encore plus accentué en Algérie. Qu'est-ce que tu penses? Bon, le débat n'est pas tellement engagé sur la question de la décentralisation. Le débat est beaucoup plus porté par des acteurs, des militants en Kabylie. Pourquoi les arabophones, ils comprennent un peu qu'au Québec, en Suisse, en Espagne, que ce système soit adopté et non pas en Algérie? Je pense en fait, c'est lié en fait à l'histoire politique de l'Algérie, c'est-à-dire que nous sommes issus dans un système hyper centralisé, jacobin, donc leur horizon politique n'est pas allé au-delà de ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est tout à fait normal dans un début qu'il y ait de la résistance sur la question du fédéralisme, de la décentralisation. Je pense qu'il manque aussi le débat entre les Kabyles et les autres Algériens sur cette question. En fait, il faut aussi noter que même nous, en tant que Kabyles, jusqu'aux événements de 2001, la question de l'autonomie, la question de la décentralisation ne faisaient pas débat dans la société. Donc, c'est les événements qui sont accélérés, qui ont accrédité la nécessité d'abandonner le système centralisé pour aller vers un système décentralisé, vers des autonomies régionales. Parce qu'il y a une nécessité peut-être, comme tu l'as bien souligné, la communication entre les régions, entre la Kabylie et le reste de l'Algérie, parce que la crainte, où est-ce qu'il est? On te dit que la régionalisation peut mener vers la séparation. C'est ça la crainte en Algérie. Donc, et le système,
nous sommes dans le sujet, dans la première question. Le système utilise toujours cette idée du MAC, peut-être du RPK, peut-être de n'importe quel mouvement qui parlerait de la décentralisation comme un mouvement séparatiste qui menacerait l'unité nationale. Donc, c'est cette idée-là de la régionalisation qui peut mener vers la séparation qui fait peur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant d'engager le débat sur cette question maintenant, avant que le problème ne se pose? Non, on l'a tout. Nous connaissons en tant que mouvement politique le RPK qui est inscrit dans le Hirak, à l'inverse du MAC. Le MAC n'a jamais adhéré à ce mouvement de Hirak Nafankra. Ils étaient distants, voire même contrariés contre ce mouvement. Donc, mais nous, dès le départ, nous avons dit que si on doit aller dans ce mouvement, on doit aussi poser nos problèmes en tant que Kabyles. Parce qu'il n'est pas possible de penser qu'il va y avoir un changement de système radical et global sans aller vers la refondation de l'État qui va consacrer les autonomies régionales. Pour nous, c'est une question essentielle parce qu'on part de l'idée que nous sommes une communauté, un peuple, et un peuple a des droits culturels, des droits linguistiques, et c'est des droits inaliénables. On ne peut pas les mettre sur condition dans le cadre d'une transition démocratique. Il va falloir qu'ils soient intégrés comme dans tous les processus de transition démocratique qui se sont passés dans les pays qu'on appelle multiculturels, dans toutes les nations multiculturelles, là où il y a eu une transition démocratique, ça a été accompagné en même temps par un processus de centralisation et d'autonomie. C'est le cas de tous les pays de l'Amérique latine, c'est le cas de l'Espagne, etc. Donc, pour nous, c'est une question primordiale. On ne la passe pas comme un préalable. On pose en termes de droit, c'est un droit communautaire. Maintenant, pour les autres régions, pour les autres Algériens, il faut bien qu'on explique. Aujourd'hui, tout le monde considère que la Kabylie est une région particulière. Donc, il va de soi qu'il lui faut un statut particulier. C'est l'évidence même. On ne peut pas continuer à avoir une région en porte-à-faux ou bien en opposition permanente contre le système, contre le pouvoir. Ce n'est pas le destin de la Kabylie que d'amener ces jeunes à se rebeller de génération en génération contre le pouvoir. Un jour, si on devait aboutir, nous y travaillons pour arriver vers un système démocratique, il faut que les Kabyles, les jeunes Kabyles principalement, vivent le plus normalement dans leur pays et qu'ils ne soient pas une nouvelle fois stigmatisés. Donc, pour nous, cette question de l'autonomie ou bien de la décentralisation avancée, qui peut aller jusqu'au fédéralisme, pour nous, est une question essentielle. Dans toutes les sociétés plurales, dans toutes les sociétés où il y a le pluralisme linguistique, on ne peut pas les gouverner avec un système jacobin. Le système jacobin, c'est un système hérité de l'histoire coloniale française. C'est un héritage de la France, le système jacobin. Quand on le compare avec la colonisation britannique, on voit bien que les systèmes adoptés post-indépendants par les pays qui se sont libérés de cet empire britannique ont adopté des systèmes fédéralistes ou bien autonomistes. Et je peux prendre l'exemple le plus frappant, c'est celui de l'Inde, où immédiatement ils sont passés vers un système fédéral qui reconnaît plus de 20 parois. Si mes souvenirs sont bons, 20 parois à langue officielle avec des territoires qui s'autogouvernent. Donc, il faut qu'on explique, c'est un effort qu'on doit faire en direction de tous les restes des Algériens pour leur dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. Nous avons une spécificité et cette spécificité, on doit la sauvegarder. Et on ne peut pas la sauvegarder par délégation d'un pouvoir centralisé. On ne peut la sauvegarder que si on se donne les moyens politiques, à savoir un autogouvernement au niveau de la Kabylie.
Donc, il y a un travail pédagogique que nous devons faire en leur direction, mais ça ne veut pas dire qu'on est conditionné. C'est un rapport de force politique à Kamal qu'on doit imposer au niveau de ce mouvement qui est Hirak Sanikra pour que tout le monde comprenne que la Kabylie ne marchera plus si elle n'aura pas son statut particulier. On n'est pas là pour jouer les premiers rôles dans la lutte, et quand il s'agira d'adopter les mécanismes constitutionnels et institutionnels, la Kabylie va être réduite une nouvelle fois à sa peau de chagrin, à savoir une représentation à travers 40 ou 50 députés. Non, il va falloir que tout le monde comprenne que la Kabylie va s'imposer en tant qu'entité dans ce mouvement. La question, parce que c'est vrai que la Kabylie doit réfléchir, doit proposer, doit discuter avec les autres, mais la Kabylie actuellement, est-ce qu'elle n'est pas traversée par une certaine mentalité qui consiste à rejeter l'ancienne génération? Est-ce qu'il n'y a pas de rupture générationnelle entre la nouvelle génération du 22 février et la génération d'avril 80 et tous ceux qui ont fait la politique durant les années 90? Parce que selon ce que je vois personnellement et ce que j'entends à travers les camarades et les amis qui sont engagés dans la politique, qu'en Kabylie, ce vide, cette rupture générationnelle, elle serait à l'origine de l'incursion du Coran islamiste en Kabylie à travers les médias sociaux qui occupent un terrain. Parce que quand une génération nouvelle se détache de l'ancienne génération, elle doit chercher un nouveau discours. Et ce nouveau discours, il le trouve sur les réseaux sociaux, notamment qui vient de Londres et de Genève et de ceci. Ce danger-là, est-ce qu'il ne peut pas casser la vision portée depuis des années par la Kabylie? Oui, oui, Kamal, c'est vrai, c'est un danger, c'est clair. Quand on voit un peu les effets maintenant des réseaux sociaux sur les jeunes, il est considérable. C'est-à-dire que on n'est plus dans les mêmes paradigmes de lutte que les années 80, ou bien où c'était des interventions publiques, les tracts, les livres qui faisaient des choses. Aujourd'hui, nous avons des instruments extraordinaires qui sont Facebook, YouTube, etc. C'est tous les réseaux sociaux qui ont énormément d'influence sur les jeunes, énormément d'influence. C'est vrai que l'ancienne génération de 80, bon, elle a fait ce qu'elle a fait, ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'elle a eu le mérite dans les moments les plus difficiles d'agir et de donner des perspectives et de donner des éléments de lecture pour que les jeunes qui sont venus juste après 80 puissent saisir la portée de leur combat et la nécessité de le mener jusqu'au bout. Maintenant, il est vrai que cette génération elle a pour âge 70 ans, 75 ans pour d'autres, donc c'est pas les mêmes références, il n'y a pas les mêmes outils, mais il ne faut pas, je pense, jeter la pierre sur l'ancienne génération. Elle a fait ce qu'elle a fait. Maintenant, il y a des générations intermédiaires, un peu la mienne et celle qui est venue après, qui doit jouer ce rôle, de lion entre l'ancienne génération avec la nouvelle génération. Mais il faudrait aussi ne pas oublier que, quelles que soient les insuffisances en termes de communication dans l'ancienne génération, en termes de paradigme de lutte, l'ancienne génération de 80 a quand même ouvert tous les chantiers nécessaires pour aller vers un système démocratique, pour aller vers la réhabilitation et la consécration de la question identitaire, culturelle et linguistique. Donc, en termes d'outils, en termes de référents, ils existent. Maintenant, c'est à chaque génération d'adapter et de réadapter le discours pour qu'il soit plus accessible à tout le monde. Il y a aussi, Kamal, les effets de l'école. L'école en Kabylie comme ailleurs, c'est l'école de Ben Bouzid qui nous a esquinté plusieurs générations, qui fait qu'aujourd'hui,
la jeunesse à ce problème d'accès à la lecture, à l'analyse. On a des générations, malheureusement, quasiment analphabètes. Les gens ne maîtrisent ni la langue kabyle, ni l'arabe, ni le français, ni le tamazight. Donc, tout ça fait... Et c'est des contraintes qui font que aujourd'hui, il y a cette rupture. Cette rupture n'est pas venue comme ça. C'est une politique d'arabisation, une politique qui mène l'intelligence vers le bas, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu cette rupture entre générations. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'actualiser leur façon de communiquer, d'actualiser leur discours à la nouvelle génération? Parce qu'on voit certains hommes politiques qui ont marqué la scène politique régionale ou nationale, qui sont restés avec des discours basés sur des anciens paradigmes. Alors, ils ont de la difficulté à transmettre le message, à créer une courroie avec la nouvelle génération. Est-ce qu'il n'y a pas cette urgence pour eux de comprendre qu'il faut actualiser votre discours à la nouvelle mentalité? Oui, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas jeter la pierre sur l'ancienne génération. C'est pas une critique, c'est un appel. Oui, un appel, mais il y a aussi, chaque génération peut faire ce qu'elle peut. Quelqu'un comme, je ne vais pas citer de nom pour ne pas blesser personne, mais quelqu'un qui a 70 ans, qui a été un acteur de 80, quelqu'un qui a fait de la prison 80, va te mettre sur YouTube, va te mettre sur Facebook, faire des lives, etc. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas dans les formes d'expression, de communication actuelles. C'est un fait. Mais ce qui est peut-être à reprocher, c'est beaucoup plus les générations qui sont venues après, qui ont eu la chance donc de tirer de cette sève politique, culturelle de l'ancienne génération, donc à charge à cette nouvelle génération de reprendre un peu le discours entre guillemets des anciens pour qu'ils puissent être accessibles. C'est-à-dire que à travers une publication aussi pertinente qu'elle soit par écrit, elle va être argomée par une intervention sur YouTube, sur une vidéo. Ça, c'est une réalité. Mais bon, à chaque génération, sa mission. La nôtre, principalement, aujourd'hui, elle doit essayer de toucher le maximum de jeunes, le maximum de citoyens pour qu'on puisse contrecarrer ceux qui sont dans l'entrisme, même en Kabylie. Les islamismes sont en train de gagner des ponts entiers dans la Kabylie. Tu vois, il y a des discours Allahu Akbar, des الله اكبر قارن تدي العوايد قارن تدي ما اللي تمزلي وكتسكر مي توني يغال دي شي ما politique. Ça c'est quelque chose d'inadmissible. C'est impensable que dans les années 80-90 on puisse penser qu'un jour des carrés en Kabylie vont se fonder Allahu Akbar. Ça c'est en fait le Allahu Akbar, en fait c'est pas l'aspect religieux qui inquiète, mais c'est l'aspect idéologique, parce que derrière Allahu Akbar ce n'est pas un discours religieux, c'est un discours d'idéologie islamique qui est derrière. Ça, c'est quand même très, très, très dangereux. Il faudrait que tout le monde prenne conscience que c'est une bataille politique que nous devons engager parce qu'il y a une partie des citoyens, une partie de notre jeunesse qui est dans l'entrain. Ça veut dire et puis par la suite, eux, ceux ces youtubeurs, ces influenceurs par les réseaux sociaux, commence maintenant à formater notre jeunesse dans des paradigmes qui ne sont pas les nôtres, qui sont loin de correspondre à l'héritage politique et culturel de notre région. خاطر المزينيه تساهمند كثالا يقربنا الغرس صروحنا لداك من عندنا ناضنين ما الا ثوار فلاسن فهمه ما ثوار فلاسن تبعد parce que le discours aussi quand il est
il est compréhensible, il y a un niveau de lisibilité proche du niveau de compréhension du citoyen, le discours, il est repris, il est multiplié, donc il est véhiculé. C'est pour ça que le discours Allah Akbar, il est plus facile. Est-ce qu'on ne peut pas dire un discours plus simple que ça, c'est-à-dire que réfléchir, parce que ils ont réfléchi dans leur laboratoire, les islamistes, ils ont leur think tank, ils réfléchissent, ils produisent un discours qui peut être repris par le simple citoyen. Donc, ils réfléchissent au niveau du simple citoyen. C'est ce qui manque dans le Coran démocratique en général, et particulièrement en Kabylie. Nous n'avons pas cette façon de penser, de ramener le discours au niveau du simple citoyen pour qu'il le multiplie, pour qu'il le véhicule et le transporte et le mène loin. Eh oui, c'est-à-dire que le constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait l'inventaire un peu des intervenants, des influenceurs sur les réseaux sociaux, tu prends les islamistes, j'aime pas le citer parce que c'est le Rached, quand les intervenants de Rached, quand tu as quand tu vois des vidéos suivies par des centaines de milliers de citoyens, c'est quand même considérable. Alors que pour nous, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette. C'est une bataille. La bataille politique est aussi une bataille médiatique. Nous avons malheureusement, nous connaissons Zavamik sur les questions démocratiques, sur les questions des valeurs modernes, etc. C'est quand même un peu plus difficile, alors qu'eux, ils sont dans le sensationnel et dans les raccourcis. Le discours islamiste, c'est un discours simplifié parce que c'est un discours simplificateur de la donne politique. Alors que quand on parle de démocratie, quand on parle de laïcité, de séparation du pouvoir religieux du pouvoir politique, quand on parle du pluralisme, etc., c'est quand même un peu plus complexe. Il est plus difficile d'expliquer la complexité que d'expliquer la simplification extrême des islamistes. Et puis, il y a aussi un autre aspect, le fait que ces islamistes, ces influenceurs sur les réseaux sociaux soient installés à l'extérieur, leur donne des libertés d'intervention que nous n'avons pas, pour des raisons évidentes, sécuritaires. Eux, ils sont dans le sensationnel. Ils sont dans le sensationnel, donc chaque jour, quand on ouvre la page de ces intervenants, c'est un peu les frasques au niveau de l'institution militaire, sur la corruption, sur même des aspects liés à la vie privée d'un certain nombre de personnalités ou bien d'un certain nombre d'acteurs. Donc tout ça fait que les islamistes ou bien ces courants conservateurs ne se formalisent pas sur la vérification de l'information, ils ne se formalisent pas sur est-ce que ça porte atteinte à la vie privée, est-ce que ça porte à la dignité. Non, ils s'en foutent de tout ça. Donc, c'est ce qui fait qu'ils captent cette jeunesse, parce que cette jeunesse, elle demande du sensationnel. C'est tout à fait légitime, que ce soit en Algérie, que ce soit ailleurs. C'est sensationnel. On l'a vu prendre un exemple de Donald Trump, parce à chaque fois qu'il intervient, c'est un événement. À chaque fois qu'il intervient, c'est une arrogance, etc. Il capte les médias. Il capte les médias parce qu'il fait le sensationnel. Exact. Il fait le sensationnel. Mais dès lors qu'on essaie de mettre le débat politique sur rail, sur des valeurs, sur des principes, bon, ça fait moins le show, ça fait moins sensation. Donc, il y a une part de retrait des citoyens sur ce discours. Mais je ne pense pas qu'il faut tomber dans les mêmes travers ou bien dans les mêmes façons de faire que les islamistes. Il faut faire de la communication moderne, il faut faire de la communication lucide et de la communication qui parle à l'esprit, qui parle à la raison des citoyens, non pas seulement à leurs sentiments. Exact. Nous avons vu que la Kabylie, elle est sur la continuité par rapport dans sa position, par rapport à l'agenda du système. Donc, nous avons vu le 12-12, la Kabylie a donné un message on ne peut plus clair, c'est-à-dire que zéro vote.
La même chose pour le référendum de sa constitution. Donc, la Kabylie aussi a démontré, et les autres régions, ils ont appris du 12-12. Ils ont fait un peu plus d'efforts, et ça a donné un résultat de 10% de participation maximum, hein, au niveau national. Et le système, il a compris. Il a compris que les élections législatives qu'il compte organiser prochainement, donc le 12 juin, sans la participation de la Kabylie, c'est un échec pour lui. Ce n'est pas la même chose que les présidentielles ou le référendum, mais avoir toute une région absente dans un parlement, pour lui, c'est inadmissible. Il a tenté de ramener le FFS à la participation, mais il serait possible, probable que le FFS avait négocié le report des élections législatives pour qu'il puisse mieux se préparer à la participation. Est-ce que la Kabylie tombera dans le piège de la participation du FFS éventuellement, ou dans le cas contraire, si les élections sont maintenues pour le 12-12, comment l'atmosphère en Kabylie, elle est constituée, de quoi est constituée maintenant, présentement, en préparation de ces élections législatives? En Kabylie, je pense que le consensus y est, c'est-à-dire que les partis traditionnels, que ce soit en premier lieu le RCD qui s'est prononcé, par la suite le FFS, bien que le FFS a tergiversé un petit peu sur la question. Mais l'essentiel est que la base de ce parti a imposé la non-participation à ces élections du 12 juin. Donc, les partis traditionnels implantés en Kabylie sont dans le boycott et dans le rejet des élections. Donc, c'est une première. Donc, il faut saluer cette position commune. Donc, on est sur un consensus du rejet des élections en Kabylie. Bon, les partis traditionnels, le FLN, le RND, un peu tous les relais du pouvoir, comme le Djadid, etc., vont essayer de participer. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes, nous, en Kabylie, dans une forme de continuité, pour ne pas dire dans une forme de cohérence politique, dans la mesure de l'élection présidentielle jusqu'aux législatives, nous sommes dans le rejet total. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas ne pas reconnaître un président, ne pas reconnaître une constitution et aller aux élections. C'est de l'absurdité. Ça ne devait même pas faire l'objet d'un débat, dans la mesure où tous les processus qui ont été engagés depuis l'élection présidentielle, c'est des processus de relégitimation du pouvoir qui a perdu pied dans la société. Donc, aller vers des élections, c'est aller vers un processus de normalisation et de relégitimation du système. Donc, c'est tout à fait normal et tout à fait cohérent de ne pas aller vers ces élections législatives. Le pouvoir n'a pas de solution, n'a pas d'autre choix que d'aller vers des élections parce que il a tourné le dos à la demande de la transition démocratique, il a tourné le dos à la solution politique qui est capable d'apporter une solution pérenne pour l'Algérie. Donc, il est dans la fuite en avant, et cette fuite en avant l'a conduit à aller vers des élections. Enfin, c'est des élections, on peut dire des élections, mais en fait, c'est des élections qui vont conforter la clientèle du système dans la représentation nationale. Ils feront de la même manière comme ils l'ont toujours fait. Ils auront des éléments au niveau du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale, qui sont là comme des présences, une présence animée pour faire passer en fait toutes les décisions qui sont arrêtées par l'exécutif et par les décideurs. Donc, c'est beaucoup plus une représentation faire valoir qu'autre chose. Ce n'est pas une représentation qui risque d'apporter de la contradiction au pouvoir. Donc, maintenant, ce qu'il faut veiller, sur quoi il faut veiller en Kabylie, c'est que partons de l'idée qu'il y a un boycott général, il ne faut pas qu'on tombe dans la violence. Parce qu'il est possible que le système puisse encourager
puisse encourager des actions violentes pour légitimer, encore une fois, le rejet des élections. Nous sommes sur un rejet politique, il faut qu'on reste sur un rejet politique. Même si peut-être qu'il va falloir aller peut-être vers une action d'envergure comme une grève générale à la veille ou bien le jour même des élections. Mais l'essentiel, c'est qu'il faudra éviter que notre jeunesse puisse aller comme l'a fait la dernière fois. On a eu des éborgnés, des gens qui ont perdu des yeux dans les manifestations et dans la contestation des élections. Cette fois-ci, je pense qu'il va falloir que tous les intervenants, tous les acteurs politiques fassent attention et parlent de la même voix pour éviter un nouveau drame en Kabylie. Parce que le pouvoir, on l'a vu avec ce Cap Sigli 2 qui nous a présenté à travers le MAC, il est capable d'aller vers pire que ça. Donc, il faut qu'on soit vigilant pour déjouer toutes les manœuvres et toutes les provocations qui puissent demain donner une justification sur la non-participation de la Kabylie. La Kabylie, il faut que tout le monde, au niveau national, au niveau international, comprenne qu'elle est en divorce politique total avec le système et qu'elle est inscrite fondamentalement dans un processus de changement radical à travers une transition démocratique. Justement, nous avons touché à toutes les questions qui concernent la Kabylie en termes de projets politiques, en termes sur le plan de la menace qui la guette tout le temps, qui vient du système, et aussi la cohésion à l'intérieur de la Kabylie. Tout ça appelle à une organisation, donc un rassemblement des forces de la Kabylie pour, dans la diversité toujours, parce qu'il y a plusieurs courants politiques, il y a plusieurs qui pensent différemment, mais nous avons toujours réussi à nous rassembler autour de quelque chose de commun. Nous l'avons vu en 2001, nous l'avons vu en 80, nous l'avons vu à plusieurs occasions. Alors, le RPK, donc le Rassemblement pour la Kabylie, a préparé une conférence régionale. Est-ce que une conférence régionale, je vois que c'est pour traiter un peu, ramener un débat au sein de la Kabylie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, en quoi ça consiste, cette initiative, et comment les préparatifs, où est-ce qu'ils sont encore les préparatifs à ce jour? Bon, pour lever les équivoques, la conférence régionale qui est en train de se préparer, ce n'est pas le RPK qui l'organise. C'est un comité citoyen dans lequel les cadres du RPK sont partie prenante dans l'organisation en tant que citoyen, en tant qu'acteur politique et militant politique. Donc, ce n'est pas le RPK qui organise cette conférence régionale, même si au début, ça fait plus d'une année, le RPK n'a pas cessé d'intervenir à travers ses déclarations ou bien à travers mes sorties publiques à dire qu'il faut aller vers une rencontre en Kabylie. Mais à travers nos appels, il y a eu des convergences, il y a eu des rencontres avec des citoyens, avec des militants de plusieurs groupes, que ce soit des gens proches du RCD, des gens proches du FFS, des gens proches du MDS, etc. On a trouvé un terrain d'entente et on a considéré qu'il était nécessaire d'aller vers une rencontre en Kabylie dans laquelle on doit d'abord poser la question de la Kabylie dans ce Hirak, parce que la Kabylie est engagée, mais dans quelle perspective? Kamal, ça c'est un fait constaté. Quand on marche dans les Zouzoun, les Fgaïs, les Bouira, dans toutes les régions de territoire de la Kabylie, les gens ont posé ce problème dans les marches. Est-ce que la Kabylie va trouver son compte à travers ses marches, à travers ses actions? Donc, toutes ces inquiétudes, toutes ces interrogations légitimes, on s'est dit qu'il va falloir leur donner des réponses. On ne peut pas continuer. Éternellement à marcher sans donner une perspective rassembleuse un peu autour de ce que doit être
le combat de la Kabylie dans ce Hirak, parce qu'il doit, tout à l'heure, le Hirak est devenu pour la Kabylie une protection, mais aussi, il faudrait que la Kabylie pose ses problèmes. Il faut qu'elle pose ses problèmes. Quelles sont ses attentes de ce Hirak, dans ce Hirak Tankra? Donc, il faudrait qu'on le dise de manière très claire. Dans la conférence régionale, il faudrait que la Kabylie aussi s'exprime sur l'Algérie. Quelle est notre vision en tant que Kabyle de l'Algérie de demain? On ne peut pas réduire, comme le tente aujourd'hui le pouvoir, un certain nombre d'intervenants à dire, à stigmatiser la Kabylie veut diviser, la Kabylie veut ça, veut… Non, à nous, de manière solennelle, autour de cette conférence régionale, dire quelle est notre vision en tant que Kabyle de l'Algérie. C'est vrai que nous avons eu plusieurs fois à l'exprimer à travers des partis politiques, le RCD, le FFS, un certain nombre d'élites, un certain nombre d'acteurs, mais on ne l'a jamais dit en tant que Kabyle. Donc, cette conférence régionale sera l'occasion de rassembler donc plusieurs militants de toutes les tendances, tous les citoyens, qu'ils soient organisés ou pas organisés, pour qu'ils réaffirment de manière solennelle ce que nous voulons de l'Algérie. Ce que nous voulons de l'Algérie et quelle Algérie nous voulons et quelle est la place de la Kabylie dans cette Algérie et quel peut être l'apport de la Kabylie même dans ce mouvement, parce que les marches sont utiles, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Oui. Nous avons en face un pouvoir organisé, notamment autour de l'institution militaire, mais le Hirak, le mouvement Yaguir, c'est une force qui est citoyenne, mais qui n'est pas organisée. Or, il n'est pas possible d'imaginer un rapport de force en faveur de Hirak qui ne se donne pas des moyens d'organisation. Donc, ça répond aux besoins d'organiser le Hirak pour mieux affronter le système. Est-ce que vous avez des contacts avec les autres régions par rapport à cette initiative? Oui, nous avons eu des contacts, et c'est des contacts positifs avec un certain nombre d'acteurs, de hirakistes de Oran, de Constantine, d'Annaba, et ils seront invités à voir ce que nous faisons en Kabylie autour de cette idée, de ce projet du Hirak. Donc, ils vont intervenir, donc donner leur point de vue sur ce que nous faisons, tout en espérant, bien sûr, que cette expérience ou cette initiative de conférence régionale puisse trouver une traduction dans les autres régions. Donc, ça peut être une expérience pilote qui va s'essaimer au niveau national et qui construira des convergences nationales pour aboutir vers une conférence nationale pour la transition démocratique dans ce pays. Maintenant, à quel niveau nous sommes arrivés dans l'organisation? Donc, après l'installation du comité régional de la conférence nous avons commencé la semaine passée par installer les comités les comités locaux zonales de cette conférence. On a installé le comité de Béjaïa la semaine passée. Jeudi passé, ça a été le tour du comité de Bouira. Le week-end, le prochain, donc ce sera celui de Tizi Ouzou. Puis par la suite, ce sera Boumerdas, Sitif et Borj-Bouaref, et une partie de Djidjel. Et à partir de là, nous allons commencer à coordonner l'ensemble de ces comités pour donner une représentativité très très large de cette conférence régionale au niveau de la Kabylie. Il y a aussi un autre élément que je dois ajouter. Il y a une structuration au niveau de la diaspora. Il y a un comité à Paris. Nous sommes en train de travailler sur l'installation d'un comité au Québec pour qu'il soit partie prenante, parce que nous partons de l'idée qu'il n'est pas possible d'imaginer
une conférence régionale de la Kabylie sont associés nos amis, nos partenaires, nos camarades qui sont dans la diaspora. La diaspora a toujours eu à apporter une forte contribution dans toutes les luttes politiques, démocratiques et même du temps de la Révolution. Ce n'est pas à nous de rompre cette tradition. Donc, nous tendons la main à tous nos amis qui sont installés ailleurs pour qu'ils puissent apporter leur contribution à tous les niveaux, que ce soit sur le terrain politique, que ce soit en termes intellectuels, soit en termes matériels, ou bien dans la sensibilisation de l'objet même de cette conférence régionale. Il y a aussi, nous comptons mettre aussi même un comité à Alger, comme c'est une capitale et comme l'essentiel va aussi tourner autour de cette capitale, nous comptons installer un comité d'Alger. Donc, je vais juste corriger parce que, désolé, j'ai créé une confusion qu'il faut corriger. Donc, ce n'est pas le RPK qui organise, donc c'est plusieurs organisations dont le RPK fait partie. Donc, il y a plusieurs. Comme vous êtes président du RPK, donc vous faites partie de ce noyau d'organisation de la conférence régionale qui est composé de tous les militants hirakistes en Kabylie. Donc, ça, c'est réglé. Il y a une initiative à Kharata qui est prévu ce n'est pas encore clair, mais pour le 8 mai, pour organiser, soi-disant, une première étape d'une conférence nationale du Hirak à Kharata. Est-ce que vous avez été approché par les organisateurs? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ce qui se prépare? Bon, cette initiative a été lancée par Farsaoui de l'association Rage. Donc, mais d'après les informations que j'ai eues, je pense qu'elle ne va pas se tenir. Il y a eu une forme d'opposition au niveau de Kharata. C'est les Hirakistes, ou bien ceux qui sont engagés, ont voulu que ce soit eux les initiateurs. Donc, cette initiative, je pense que soit elle est reportée, soit elle est annulée au niveau de Kharata. Maintenant, nous, on part de l'idée qu'à chaque fois qu'il y a une initiative engagée pour discuter, pour échanger, nous sommes partie prenante. Mais on part aussi de l'idée qu'on ne peut pas concevoir un changement sans apporter la preuve du changement par nous-mêmes. Si on veut aller vers les citoyens, il faut aller vers les citoyens là où ils sont et non pas aller vers des rencontres sur la base d'une représentation médiatique. Nous l'avons dit dans l'appel. On appelle la conférence régionale de la Kabylie. Nous, on part vers la base, on va y aller vers les citoyens, on va y aller vers les villages, on va y aller vers les comités pour les associer, parce que ce n'est pas une conférence régionale pour un parti, pour X ou pour Y, c'est une conférence régionale pour la Kabylie et pour les Kabyles. Donc, on ne peut pas faire une initiative en tournant le dos, ou bien au Kabyles, ou bien en s'érigeant comme une tutelle. Nous sommes une tutelle de personnes. Nous sommes dans la proposition. Nous voulons gagner tous les citoyens de Kabylie autour de cette initiative pour montrer qu'il est possible de trouver une articulation entre le combat régional de la Kabylie et le combat national. Donc, pour nous, ce serait maladroit ou bien inefficace, à tout le moins, d'aller vers des rencontres nationales sans aller vers la base, sans aller vers les citoyens pour les associer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'une conférence nationale, c'est ceux qui sont dans les réseaux sociaux, c'est ceux qui sont médiatisés, qui sont indiqués, entre guillemets, pour la faire, alors que ce n'est pas l'objet. Ceux qui sortent, c'est tout le monde qui sort les vendredis, c'est tout le monde qui se sacrifie. Donc, pour paraphraser un ami ici à Québec qui m'a dit « J'ai peur qu'on va arriver vers deux Hirak. Un Hirak des vedettes médiatiques et un Hirak citoyen. » Donc, comme tu l'as bien mentionné, c'est un Hirak citoyen, donc il faut y aller vers tous les citoyens, il faut les associer sans qu'ils soient une organisation par affinité personnelle ou bien c'est une organisation basée sur l'effet médiatique. Quand on lance une initiative, il faut qu'elle soit portée par les citoyens, sinon l'échec est garanti. C'est mon avis, je ne devrais pas dire ça, c'est mon avis, mais
Oui, non, non, c'est légitime, c'est légitime. Il y a aussi peut-être un malentendu que je dois lever par rapport à la conférence régionale de la Kabylie, parce que j'ai entendu ici et là que c'est des archbis. Non, c'est pas ça, c'est pas des archbis, c'est pas une structure traditionnelle, tribale que nous allons rééditer. Non. Nous, on part de l'idée qu'il y a un certain nombre de militants qui sont engagés sur le terrain, il y a un certain nombre d'intellectuels, et un certain nombre de scientifiques, et des associations féministes. Et il y a aussi des gens qui interviennent dans leur comité, dans leur village, etc., qui ont des expériences sur l'organisation des territoires au niveau à l'échelle d'un village. Donc, c'est toute cette synergie que nous allons créer. Il ne s'agit pas d'aller vers RID, ce qui a été fait en 2001, dans des conditions tout à fait particulières. Nous, on est dans la synergie de toutes les forces, de toutes les bonnes volontés. Ce n'est pas une organisation tribale, ce n'est pas un RID, ce qui a été fait. Non, nous allons imaginer d'autres formes d'organisation qui puissent donner le maximum de chances pour que les citoyens interviennent et s'impliquent dans ce processus. Parce que cette conférence régionale, comme on l'a dit dans l'appel, va aboutir vers une plateforme ou bien une charte politique qui sera par la suite portée sur le terrain. Donc, il est nécessaire d'associer à la base, en amont, les citoyens dans la réflexion, dans la suggestion, pour qu'ils puissent considérer que cette charte, cette plateforme soit la leur. C'est ce qui a été fait à l'époque dans les commissions nationales du MCB. Donc, c'est un peu pour donner une petite comparaison. Nous voulons rééditer un peu cette expérience du MCB, mais plus élaboré, avec un contenu beaucoup plus politique, puisque la question ne se résume pas seulement sur la question identitaire, bien que le volet important de la conférence régionale sera axé sur le statut particulier de la Kabylie, pour clarifier ce qu'on entend par statut particulier, mais aussi sur toutes les questions liées à la transition démocratique, à la question du développement, que ce soit au niveau régional qu'au niveau national. Donc, c'est, comme l'a dit un ami, il s'agit de réussir le pré-congrès de la Kabylie pour réussir le deuxième congrès de la Chouma. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Je te donne, si tu as quelque chose à rajouter, je te donne le mot de la fin. Alors, d'abord, puisque c'est une nouvelle chaîne, je lui souhaite toute la réussite. Et je profite de l'occasion pour saluer notamment la communauté kabyle qui est installée au Québec. J'ai vu quelques images, on a suivi leur engagement, comment ils sont sortis à moins 20 degrés avec des températures inimaginables, frondes, en famille, dans la détermination. Ça nous a confortés, ça nous a boosté pour aller de l'avant. Nous savons que cette communauté est toujours là, elle est toujours au rendez-vous de l'histoire. Cette histoire ne peut pas se faire sans eux, elle ne peut se faire qu'avec eux, pour l'intérêt de la Kabylie et pour l'intérêt de l'Algérie. Nous sommes arrivés à la fin de notre première émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine.